messieurs, bonjour. Et vous qui buvez les tasses de café depuis vos restaurants, depuis vos maisons, depuis vos bureaux, effectivement, vous avez des raisons de les prendre parce que tout à l'heure, ça ira à 100 000 à l'heure. Effectivement, les méninges vont d'ailleurs se remuer sur ce plateau avec des panels aussi constitués pour une circonstance avérée. En tout cas, c'est la revue des tabloïds. Nous décryptons, nous analysons, nous commentons l'actualité africaine. Ce jour, Paulina pilote d'ailleurs les boutons de la réalisation, assistée d'une très grande équipe d'ailleurs autour d'elle. Madame, messieurs, ça sera avec beaucoup de plaisir que nous allons faire cette troisième sortie de la revue des tabloïds avec le panel de constitués. Ils sont là tous. En tout cas, ils ont tous répondu à mon appel ce matin. Ézéchiel Cyril Boyom, à mon extrême gauche, est d'ailleurs journaliste, je le rappelle, journaliste émérite, présentateur, on va même dire événementialiste. Il nous rejoint d'ailleurs sur ce plateau. Ézéchiel, bonjour. Bonjour Raoul, ravi de retrouver ce plateau ce matin. Bonjour co-panélistes, bonjour à tes millions de téléspectateurs. Le plateau vous a manqué un peu, hein? Oui, quand même, ça il faut le dire. Bon, ben, vous n'êtes pas différent d'un philosophe, là, avec vos verres. On appelle ça quoi? C'est pour les yo ou les yoyettes? Non, ce sont des lunettes. Bien, c'est un rapport avec la vue. Oui, c'est un rapport avec la vue. Généralement, mais sauf que pour vous, là, c'est bien aménagé, ça. La fantaisie. Généralement, il y en a, les jeunes, ils aiment bien mettre par fantaisie et ça les crée plutôt des problèmes par la suite. Donc, et il y en a qui ont des grosses jumelles comme ça, c'est gros, là. Voilà. C'est-à-dire, tu dis que, est-ce que c'est, ils sont en train de dessiner quoi, le Kwaku? Merci de nous rejoindre ce matin. Ézéchiel Cyril Boyom, journaliste d'ailleurs, je le rappelle, l'un des permanents de cette émission, la revue des tabloïds. Il est assisté ce matin par notre grand frère qui nous a rejoint encore ce matin, venu tout droit de Yaoundé. Il passe d'ailleurs paisiblement son temps à Douala. Il ira forcément dans cet après-midi. Mais avant d'y aller, il est avec nous ce matin. Jean Calagan, on va dire Dieudonné Calagan, directeur de la publication de Conscience. Dieudonné, bonjour. Bonjour Raoul, bonjour mon copanéliste. Je vous remercie. Copanéliste Cyril Ézéchiel Boyom. Ézéchiel Boyom. Je suis ravi de vous voir ce matin puisque je vous ai toujours vu à l'écran. Je suis content de vous rencontrer face à face. Bon, c'est pas un duel, hein, entre toi et moi. Bon. Mais vous avez également mis vos lunettes là ce matin. Oui, bon, ça c'est pour... Avec une casquette de yoyettes ou des yo. Il faut souvent... Vous avez décidé tous de la génie ce matin. Il faut souvent changer de look pour ne pas paraître... Donc je demande au bon vieux que tout le monde connaît. Vous ne faites que vous la génie. C'est ce qui est très important. Alors je disais bonjour à tous vos téléspectateurs, à ma famille qui doit me regarder certainement parce que j'ai demandé à la famille de... dire un bonjour spécial à madame qui serait au champ à ce moment en train de récolter les arachides. J'imagine en train de récolter les arachides. Vraiment, je l'encourage beaucoup. Ézéchiel Boyom, vous connaissez les arachides? Ah ben naturellement. Vous avez l'habitude de manger des arachides? Mon village à Bangoula. À Bangoula? C'est un très... Dans ma belle famille? Oh là là. Donc vous avez dit Bangoula? Voilà. C'est pas possible. C'est là-bas que je m'avais récolté les arachides. Kenambou? Voilà. Là, tu as essayé d'esquisser ça comme ça, Minjumba. Ça c'est terrible ça. Madame, monsieur, en tout cas, nous mettons l'humeur sur ce plateau. C'est la bonne humeur, hein. En tout cas, quel que soit ce qui arrive, vous êtes fâché ou pas, gardez le sourire. Et surtout, ce sourire entraîne le bonheur autour de vous. En tout cas, nous distillons la bonne humeur tous les matins, espace 9h30, 10h30 dans le cadre de la revue des tabloïds. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Direction Afrique australe. Merci à la très belle voix de Paulina ce matin. En tout cas, elle a pu prendre une tasse de café avant d'être là ce matin. Et pourtant, à côté d'elle, j'ai comme impression qu'on a faim. Mais c'est pas grave. On vous en donnera tout à l'heure. C'est pas grave. Alors, on ouvre avec cette une de The Citizen. The Citizen, c'est en Afrique du Sud. La une de The Citizen, d'ailleurs, dans sa principale une, vous allez dire, on parle un peu sport. Hein. On va essayer de s'équilibrer en sport ce matin. Et selon la une de ce journal, nous ne vous laisserons pas tomber à Los Angeles. Le ministre des Sports de ce pays prédit les Jeux Olympiques qui auront lieu 4 ans plus tard maintenant à Los Angeles, en 2028, je crois que c'est là-bas, aux États-Unis d'Amérique. Allez donc grand ou rentrez chez vous, comme pour dire, allez grand ou vous allez tout simplement rentrer chez vous, a déclaré d'ailleurs le ministre des Sports, Gaeton McKenzie,
aux héros olympiques de l'Afrique du Sud. Alors qu'il atterrissait hier à Johannesburg. Nous doublerons d'ailleurs l'équipe pour les Jeux de Los Angeles et je vous reviendrai forcément. L'Afrique du Sud a quand même fait une participation assez honorable à ces Jeux olympiques qui se sont achevés il y a quelques jours maintenant à Paris. L'Afrique compte en tout 38 médailles. Conformément en 2020, où l'Afrique n'avait que 37 médailles, il y a eu une médaille supplémentaire, deux médailles supplémentaires. On va donc dire, c'est quand même un équilibre logique. Les Africains ont fait très bonne mention à Paris. Bon, pas forcément bonne mention, mais mention, 2020, oui, honorable quand même. L'Afrique du Sud, pour le cas d'espèce, puisque The Citizen l'évoque, est classée 3e parmi les nations africaines. Tout à fait. Voilà, 3e, avec 6 médailles, 2 en or, 3 en argent et je crois, 1 en or, 3 en argent et 2 en bronze. Voilà. Donc, le ministre des Sports sud-africain rassure les athlètes de son pays qu'il ne les laissera pas tomber et qu'il, justement, il jette déjà le cap sur 2028. En tout cas, c'est une bonne perspective. Au moins, il est ministre des Sports. Je crois qu'il gère tous les sports là-bas. Oui. Il ne s'occupe pas que du football. Il s'occupe du sport. Ouais, il s'occupe du sport. Et non les ministres du football. Donc, c'est mention honorable pour l'Afrique de façon générale. L'Afrique du Sud aussi, 3e place africaine, c'est pas mais on pas attendait, Dieudonné Tandian Kalaga, on attendait quand même. L'Afrique du Sud, dans le rugby, son sport préféré, mais l'Afrique du Sud n'a pas montré grand-chose. Pourtant, sur le plan mondial, c'est quand même une équipe assez forte. Oui, déjà, on peut féliciter cette Afrique du Sud qui a fait de l'exploit, en ramenant déjà des médailles, contrairement à notre pays, malheureusement, qui est rentré les mains vides, ce qui est vraiment déplorable. Alors, si l'Afrique du Sud a pu tenir là-bas haute, c'est parce que ils ont des infrastructures qui répondent aux normes. Mais ici, chez nous, malheureusement, nous sommes allés, on est rentré bras ballants. Comment un pays comme le Cameroun peut aller à des Jeux Olympiques et rentrer aussi les mains vides, même pas une seule médaille? C'est vraiment déplorable. Le Cameroun a fait son temps. Nous avons gagné une médaille d'or olympique en football, une médaille d'or olympique, je crois, en triple saut. Bango, avec François. D'ailleurs, consultante des confrères de RFI de ce côté-là pendant les Jeux Olympiques 2024. Elle était comme consultante? Oui, avec nos confrères de Radio France Internationale là-bas. Elle nous a permis de vivre l'ambiance d'une certaine façon, en tout cas. Mais il faut dire que le Cameroun aurait pu faire mieux. Malheureusement, comme le confrère le dit, les infrastructures ne suivent pas. Il faut rappeler que notre nageur est arrivé là-bas. Certains ont dit un peu pour faire rire. Ici, il s'entraînait apparemment à Japoma avec une piscine de 25 mètres. On a dit arrivé là-bas, c'est 50 mètres. Donc, il se peut que quand il arrivait à la moitié le souffle était affiné. Il tournait, croyant que c'est fini, alors que, voilà, donc, on disait ça comme ça pour rire. Même, pour faire plus sérieux, il faut dire qu'on a besoin des infrastructures. Il a d'ailleurs demandé à l'État de lui offrir une bourse qui lui permette de rester en France et de continuer à se former. Et il promet de ramener des médailles pour Los Angeles 2028. Donc, on espère que l'État va écouter. Vous avez une piscine semi-olympique, celle de notre ami Reloinou, qui est ici à la cité d'État. On ne comprend pas comment l'État ne peut pas construire des piscines camions. Non, est-ce que le complexe de Japoma, avec les piscines que vous avez sur les gradins, les hôtels, c'est où? Au Lembe, on nous a dit qu'il y avait tellement de choses sur les gradins. Autant de questions. Mais si on dit, pourquoi on ne peut pas déjà encourager les privés qui font dans ces choses, comme le Rana dont on parle tout à l'heure. Et puis, je voulais revenir un peu sur Françoise Mango. Il ne faut pas toujours qu'on se focalise sur ce que Françoise Mango a fait. Elle a fait son temps. Maintenant, il faudrait qu'il y ait d'autres têtes qui sortent. D'autres Françoise Mango doivent naître. Il n'y a pas seulement que ça fait combien d'années. Justement. Alors, le coach qu'il a, je crois, c'est Jean-Paul Akono qui, malheureusement, est dans de mauvais draps aujourd'hui. Il n'est pas en bonne santé. C'est lui qui a fait, au moins, relever les Jeux Olympiques. Pour la team Cameroun, 30 participants pour 6 athlètes. Ouais. C'est quand même 30 officiels, administratifs. Les athlètes, les athlètes c'était qui? Bon. On est 6 athlètes, mais pourtant il y a les masseurs, les médecins, les encadreurs. Vous avez des masseurs dans tous les sens. Les médecins et tout ça. Les kinés et tout ça. Et puis on prend quelques influenceurs pour masser bien. On va à côté et on vous donne une délégation. Voilà là où l'argent qui aurait pu être utile va plutôt dans des bêtises que les gens organisent pour leurs propres intérêts, ou que ce soit
Mais ces gens-là devraient être punis. Il faudrait qu'on mène une enquête pour voir comment ces gens-là gèrent tous ces dirigeants-là. Non, mais ils sont allés en France, ils partent en France, pourquoi faire? Ils ont représenté le Cameroun, ils ont battu les athlètes camerounais. Le ministre des Sports dit que les athlètes ont battu leur propre record. C'est déjà quelque chose. C'est malheureux que le ministre des Sports tienne un tel langage. Il essaye de trouver quelque chose de positif. Nous sommes dans un pays sérieux. Nous ne devons pas être dans un pays où on ne trouve que des farceurs qui se permettent de dire n'importe quoi pour se faire bon. Est-ce qu'il a menti quand il dit que les athlètes ont battu leur propre record? Ce sont des chiffres. Ça veut dire qu'ils ont progressé. Maintenant, ils étaient au JO, c'est le haut niveau, c'est pas évident. En rentrant avec 0 médaille? Oui, justement, c'est le haut niveau, c'est pas évident. C'est pas évident. Non. Mais il faudrait quand même je crois que dans ce pays... Calagan, je vous en prie, s'il vous plaît. Nous sommes dans la revue des tabloïds, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans un débat. Ou bien une causerie de rue. Donc je souhaite que la discipline soit rétablie sur ce plateau. Lorsque quelqu'un parle, vous écoutez. Lorsqu'il a fini, personne finit, vous attendez qu'on vous donne la parole. Alors je voudrais rappeler quand même que la team Cameroun avait 6 athlètes. Et il y a quand même un qui a atteint des quarts, qui a été, je crois, dans le 100 mètres air, là, je crois. Oui, c'est vrai que les noms commencent un peu à m'échapper. Il y a le sprinter. De toute façon, le ministre l'a dit, et c'est vrai, là, c'est pas forcément, même si, bon, on va dire, on ne se satisfait pas de ça, mais la réalité, c'est que ces athlètes ont battu le record. Ouais, ils ont fait des performances au-delà de ce qui était avant. Mais ce n'était pas suffisant pour justement challenger les athlètes de haut niveau comme ceux d'Afrique du Sud, des États-Unis, Chine, Japon et voilà. On attendait voir les volleyeurs là-bas. Pourtant, c'est des très bonnes équipes, championnes d'Afrique, vice-championnes d'Afrique, mais être éliminé à la dernière minute pour ces qualifications des Jeux Olympiques. En tout cas, la politique du sport devrait encore être peut-être repensée, Dieu donné étant en Canada. Oui, moi je trouve que bon, comme vous le dites... peut-être repenser la politique du sport. Oui, il faut repenser la politique du sport. Bon, je me dis, comme vous le dites aussi, le Cameroun a battu son propre record. Bon, on espère que la prochaine compétition sera la bonne. Il faudrait que les choses, les chèques peuvent ramener. À Los Angeles. Oui, si en cette année-là, les choses peuvent bien s'améliorer, on espère bien. Mais il faudrait pas qu'on... On espère qu'il n'y aura plus les têtes de ces ministres qui énervent tout le monde là. Qui viennent là pour se pavaner. Et qu'on aura des nouveaux visages qui vont faire on espère bien. Il faudrait que chacun soit vraiment... Il y a quelque chose, il faudrait que chacun soit à sa place. Alors, parce que moi j'ai l'impression que peut-être les gens ne sont pas peut-être à leur place. On va donc rappeler que comparativement à Tokyo 2020, l'Afrique a quand même engrangé 38 médailles, 12 nations représentées du côté de Paris. Là-bas en France, c'était quand même une très belle fête sportive. Comment vous avez vécu ça, ces Jeux Olympiques, avec cette cérémonie d'ouverture? On nous a montré les gays qui défilaient, on nous a montré des gens presque nus qui étaient en train de défiler. On a dit aux Africains, copiez cet exemple-là. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai envie de dire que c'est leur culture. Les Jeux Olympiques aurait été organisé au Cameroun, qu'on aurait vu les Nyang Nyang, qui y a souvent à Bafoussam, qu'on aurait vu, je sais pas moi, il y a souvent certains danseurs dans le Grand Nord Cameroun. Aussi, on aurait aussi vu des gens marcher nus. Les Nyang Nyang portent souvent les slips et ils marchent presque nus dans la rue. On aurait vu des gens marcher nus. On aurait vu des gays défilés. C'est leur culture à eux. Non, il n'y a aucune culture gay. Il n'y a aucune culture gay. C'est leur culture. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Chez eux, ils vont vous dire qu'il n'y a aucune culture polygamique, qu'il n'y a aucune culture qui accepte. Non, je ne parle pas de gays. Je ne parle pas de polygamie, monogamie, moi je ne parle pas là-bas. Je parle de gays, c'est-à-dire des personnes du même sexe. Oui. Il n'y a aucune culture qui existe comme ça. Chez eux, c'est... Non, je dis qu'il n'y en a aucune. Même chez eux, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. La preuve en est qu'il y a plusieurs États qui combattent cela. Chez eux, là-bas. Donc ça n'existe. Il n'y a pas de culture comme ça. Je parle de la France spécifiquement. Non, vous ne pouvez pas dire un truc comme ça sur ce plateau. Franchement, je vous interdis de dire des choses comme ça sur ce plateau. On est assis sur lui là. Il n'y a aucune culture qui soit gay au monde. Elle n'existe pas. Bon, cette situation vraiment m'embarrasse. Les gays, les personnes de même sexe qui sont... Quelle culture, on vous dit que c'est une culture? Vous parlez de quelle culture? En Afrique, nous avons nos cultures qui
La polygamie. La polygamie. Oui, ça c'est notre Tout le culture. monde connaît ça et ça marche en Afrique. Toujours Chez Mais eux, dit ils ne que connaissent deux pas ça. personnes de même sexe devraient se mettre ensemble. Et vous assimilez ça à vous culture. acceptez On ça. n'accepte pas Non, mais la forcément. culture, Non, c'est ce ça n'est pas pas une quoi la culture. culture. On ne devrait donc pas nous imposer cela. On devait censurer même ces Jeux Olympiques quand ces choses se sont passées. C'est pas normal. Après, moi, j'ai souvent envie de dire, justement, sur les mots de censure et autres, justement, moi, j'insiste pour dire que, en fait, ce n'est pas forcément même la censure qui résout le problème. On aime souvent un peu toujours rester dans la posture, justement, de victimisation. Oh, on veut nous imposer, on veut nous imposer. Après, j'ai jamais vu quelqu'un toquer à ma porte pour dire que toi, tu vas être homosexuel, ou bien que dis à ton cousin d'être homosexuel, ou bien dis à ton... C'est des choix. Les gens font des choix, et puis maintenant, ils les assument. Nous, on n'est pas d'accord. Eux, quand ils viennent chez nous, ils nous voient faire la polygamie, ils nous voient aller dans les grottes sacrées, ils disent, mais ça, c'est de la sauvagerie. Ils sont scandalisés, ils sont outrés, ils sont hors d'eux. Ça, c'est comme ça. Maintenant, eux aussi, ils ont leur approche de la vie. Ils ont des choses qu'ils ont créées, qu'ils ont adoptées. Parce que la culture, c'est ça. C'est des choses qui entrent, qui sortent, qui évoluent, qui viennent avec le temps. Ce n'est pas des choses que quelqu'un aurait écrit quelque part et qui demeurent forcément avec le temps. Les temps passent, les années passent, des siècles, ça évolue. Les gens adoptent des choses, ainsi de suite. Si on dit, dans les zones caucasiennes en Europe, on a vécu dans des grottes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quand ils voient ceux qui vivent dans les grottes, ils les considèrent comme des sauvages. Alors que chez eux, ça existait il y a des milliers d'années. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc, il faut dire que les JO se sont passés. Il y a eu l'apologie, il faut le dire, la promotion d'un certain nombre de choses dans lesquelles les Africains ne se reconnaissent pas. Mais comme j'aime à dire, les Africains... Il y a certains Occidentaux même les Asiatiques ne se reconnaissent pas dans ça. Les Chinois, les Japonais ne se reconnaissent pas dedans. Maintenant, comme je dis, personne n'est obligé d'adopter ça. On est venu pour le jeu. Les Japonais ont fait le jeu et ils sont partis. Je voulais vous répondre en disant que vous savez que la publicité fait l'apologie d'un truc comme celui-là. Ça influence l'esprit, ça influence les masses. Vous connaissez, ça influence les décisions. Nous parlons ici en adulte. Mais dans les enfants qui sont des enfants qui naissent là, avec ils n'ont pas la jugeote qui regardent les télés et tout ça, quand ils voient ça. Mais je ne sais pas comment vous, étant ici sur le plateau, vous pouvez convaincre votre enfant qui est à la maison de ne pas vous regarder, je ne sais pas quoi, la télé maintenant. Alors ces choses-là influencent les enfants, mais nous encore, ça peut passer parce que nous sommes des adultes, mais nos enfants alors c'est ces cultures-là qu'on ne voulait pas. Africains auraient dû refuser les regarder ces justement, on devrait ne plus accepter qu'on vienne nous imposer. Oui, c'est pourquoi Dash Media est là, écrit des contenus africains pour les Africains, pour les Camerounais. On a fermé cette page maintenant. Nous parlions donc de ces Jeux Olympiques qui se sont joués parfaitement à Paris 2024, où d'ailleurs l'Afrique du Sud arrive à la 3e marche, on l'a si bien dit tout à l'heure. Sur la 3e marche donc, du podium, on retrouve l'Afrique du Sud qui comptabilise 6 médailles. La nation arc-en-ciel n'a obtenu qu'un seul titre de championne olympique pour la nageuse Tatjana Smith, victorieuse d'ailleurs aux 100 mètres brasse et parée d'argent aux 200 mètres brasse. Il faut dire que le Kenya arrive en première position avec ses 11 médailles, dont 4 médailles en or, et puis suivi de l'Algérie. Voilà donc les pays qui nous ont fait honneur là-bas à Paris. En tout cas, il y a également eu le Botswana, l'Éthiopie, le Kenya et bien d'autres pays qui se sont illustrés. J'ai recherché mon verre rouge jaune. Je n'ai pas trouvé, mais j'ai quand même appris que mes athlètes ont quand même battu leur propre record. Très bien. Merci. Nous sortons d'ailleurs de cette une des Citizen et on va faire un saut qualitatif en Afrique de l'Ouest. Alors, il n'y a pas que l'Afrique du Sud qui met au sommet ses athlètes. La Côte d'Ivoire également suit le rythme. En tout cas, Fraternité Matin, le quotidien national gouvernemental ivoirien est en cure ce matin. Que disent nos confrères de Fraternité Matin dans les principales une? Paulina, la une de Fraternité Matin sur le petit écran. La Côte d'Ivoire, selon nos confrères de Fraternité Matin donc, le journal parle des Jeux Olympiques de Paris, médaille de bronze. Si c'est chèque accueilli d'ailleurs en fanfare, il faut dire que le triple champion d'Afrique, qui avait déjà fait une très mauvaise performance à Tokyo en 2020, a pu se racheter en 2024, alors même qu'il était au seuil d'une finale. Il s'est fait d'ailleurs battre au demi-finale, on va dire, par décision un peu contestée.
puisqu'effectivement, il était à égal point avec son adversaire. Mais au demi-finale, il a été donc écarté pour finalement prendre cette médaille de bronze. La seule d'ailleurs pour la Côte d'Ivoire. Effectivement. Et le journal nous apprend d'ailleurs qu'il a été accueilli en fanfare chez lui en Côte d'Ivoire. Oui, il faut honorer, c'est une médaille, il faut forcément honorer. Certains n'ont pas pu l'avoir. Il a permis de positionner la Côte d'Ivoire en 11e position des pays africains. C'est une médaille de bronze, c'est quand même la 3e. Il est sur le podium en fait, il est sur le podium, donc c'est une mention honorable et c'est bien fait que c'est intéressant que la Côte d'Ivoire lui ait exprimé la reconnaissance avec cet accueil. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout. On parle de la 5e médaille olympique pour la Côte d'Ivoire, la 4e du taekwondo. Donc il n'y a que le taekwondo qui fonctionne en Côte d'Ivoire. Parmi les 5 médailles olympiques de leur histoire, 4 viennent du taekwondo. C'est quand même assez intéressant. J'ai d'abord suivi ce match-là. J'ai suivi cette petite finale à la maison. Et quand l'Ivoirien a gagné, j'ai applaudi, j'ai dansé. Voilà. J'ai dit, voilà l'Afrique qui a quand même porté une médaille de bronze. Même si je l'ai vu courir avec son drapeau, le drapeau ivoirien lui-même boitant un peu. C'était pas facile. Oui, il est revenu blessé, il faut le dire, même à l'aéroport, il est blessé, fatigué et tout, mais bon, on espère qu'il va se remettre. Voilà. Il va se remettre. Il était au combat. Ça valait la peine pour le drapeau ivoirien. Il a fait honneur à son pays, il a fait honneur à l'Afrique de l'Ouest, c'est pas à l'Afrique centrale. Bravo donc. À l'Afrique en général. On va donc dire bravo à Cissé Cheikh. Voilà. On va le dire ainsi. Qui revient donc avec cette médaille de bronze pour la Côte d'Ivoire. Restons d'ailleurs en Côte d'Ivoire pour convoquer sur le petit écran l'Eau Sursaut. L'Eau Sursaut, un autre quotidien ivoirien maintenant. Dans sa principale une, vous allez lire ce que nos confrères de dessus Sopad, présidentielle de 2020, de quel match retour s'agit-il? Ces questions qui interpellent d'ailleurs. Le journal parle d'un match retour entre Laurent Koudou-Barbeau et Alassane Dramane Ouattara. Le match aller, c'est fut d'ailleurs, tout le monde connaît le score 2011. Tout le monde connaît le score de ce match aller, 2010-2011, effectivement. Et puis le match retour, est-ce qu'il aura lieu? D'ailleurs, quelqu'un s'interroge d'ailleurs, de quel match retour parlez-vous? En fait, je crois que les confrères essaient d'analyser la situation. Il est évident que Laurent Gbagbo a déjà exprimé les velléités de candidature. Maintenant, on connaît sa situation juridique. Il est toujours sous le coup, en réalité, d'une condamnation, même si elle n'est pas appliquée. Juridiquement, il n'est pas apte à présenter une candidature à l'élection présidentielle. Maintenant, le match, en fait, devrait se jouer entre les dauphins de ces deux ténors de la politique ivoirienne, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, pas forcément eux deux comme candidats, mais il est possible que ça se joue. De ce côté-là, on parle déjà d'un rapprochement parce que entre Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, et on sait qu'il y avait une très grande distance, mais on parle déjà d'un rapprochement. Comment ça va se passer, on ne sait pas. Il est probable, en tout cas là, c'est déjà mon analyse personnelle, pour reprendre ce que les confrères de là-bas ont dit, peut-être que Alassane Ouattara va essayer de positionner un dauphin et Laurent Gbagbo, ce sera ça. Et le match va se jouer, mais on sait que derrière, ces deux tenants vont influencer l'élection présidentielle. Vous voyez les vieux là en train de positionner les dauphins? Tant qu'ils sont encore en vie, ils peuvent même mourir là-bas pour voir. C'est vrai que Alassane... Vous voyez les vieux là en train de positionner les dauphins? Le président Ouattara d'ailleurs positionné un dauphin, on a vu comment il est mort. Deux dauphins, tous sont morts. J'en doute vraiment très fort parce que ces vieux-là, ils voudraient bien s'accaparer du pouvoir et y rester. Mais sauf qu'ici, il y a Gbagbo qui se dévoile. Gbagbo se dévoile sur le terrain. Il va dans des villages, ces villages environnants pour se positionner. Vous avez parlé de Guillaume Soro tout à l'heure, qui devrait peut-être être... Il y a un rapprochement, c'est les confrères de là-bas qui nous disent ça. J'ai lu une analyse quelque part qui déclasse carrément ce... Parce que Guillaume Soro, on ne sait pas de quel jeu il joue. Il a soutenu, il a soutenu Ouattara en 2001. Oui. Et maintenant, quand il voit vu comment les choses se passent, il se retourne maintenant vers Gbagbo. Est-ce que vous croyez que lui, Guillaume Soro, il joue un bon jeu? La personne qu'on aurait... Quand je regarde la situation politique en Côte d'Ivoire, je regarde, il y a un petit Lablé Goudé. Oui. C'est un monsieur, c'est un petit qui... Quand on parle même de dauphin, s'il fallait même un dauphin, voilà quelqu'un qu'on aurait pu positionner. Oui, lui aussi reste dans l'environnement de Laurent Gbagbo. Tout à fait. Il a une vision
comparé à l'autre, à Guillaume Soro. À Guillaume Soro qui joue, qui traîne les casseroles, qui a un passé de rebelle. Et même, il n'est même pas dans son pays, c'est en exil. Il essaie d'exiler, il essaie d'envoyer quelques tentacules. Il a fait plus de mal en Côte d'Ivoire que de bien. En tout cas, Laurent Koudou-Babo a appelé le rassemblement autour de lui, autour de sa personne, que toute opposition devrait se rassembler autour de sa personne, sauf qu'il y a des remous au sein de cette opposition. Monsieur Gbagbo est censé déjà prendre sa retraite. Il y a des jeunes nous qui veulent aller dans le combat. De l'autre côté, il y a Ouattara qui guette. Voilà. Et d'ailleurs, attendez, s'il vous plaît, calmez-vous, soyez posés. Il y a le président Alassane Dramane Ouattara qui est en train de quitter. Donc vous avez une scène politique qui est totalement bouillante. On se demande bien, est-ce que Gbagbo, son appel sera suivi au-delà des oppositions qui viennent d'ailleurs de son ex-épouse. C'est difficile. Voilà. C'est difficile. C'est difficile qu'ils aient... déjà qu'en Afrique, moi, comme on dit les oppositions, il n'y a pas, généralement, c'est rare d'avoir un pays, surtout nos pays francophones là, d'avoir un pays où on a une opposition. Il y a des oppositions. Simone Gbagbo est dans son positionnement, Pascal Affi-N'Guessan est dans son positionnement. Il dit d'ailleurs que ce sont ceux qui sont partis de la maison qui doivent revenir. Donc, c'est même impensable. Toute la Côte d'Ivoire pourrait même se mettre ensemble face au président actuel, mais Pascal Affi-N'Guessan au grand jamais, Simone Gbagbo au grand jamais. Il faut rappeler que le divorce entre Simone Gbagbo et le mari a été prononcé et Laurent Gbagbo a convolé en juste noces avec sa maîtresse. Sa maîtresse. Voilà, celle qui était sa maîtresse. Ça veut dire que le divorce est consommé. Le divorce est consommé. Est-ce que tout cela peut jouer en politique? Je me dis aussi oui, mais sauf que tel que je vois les allures de Laurent Gbagbo, il n'a jamais digéré la manière dont l'autre a pris le pouvoir. Quand il a, même ayant été à la TPI, au tribunal au TPI, à la Cour pénale internationale. Oui, il a joué de tout son atout pour regagner cette liberté. Et je me dis aussi que cette liberté, elle n'est pas conditionnée. Elle est une liberté. On devait le laisser. Il y a qu'en Côte d'Ivoire, il est condamné par accoutumance. On n'a pas. Le président Ouattara lui a juste donné une grâce, mais on ne sait pas si effectivement, comme le disait Ézéchiel, s'il est admis à être candidat. La grâce n'est pas l'acquittement. Non, juridiquement, il ne peut pas être candidat. Oui, mais il faudrait quand même qu'on le laisse compétir. Ou alors si on ne laisse pas compétir, qu'on envoie un dauphin comme Blé Goudé dont je faisais allusion tout à l'heure. Parce que c'est le seul aujourd'hui, à mon avis, qui fait l'unanimité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui. Il fait partie. Alors, vous avez parlé des opposants. Je ne sais pas s'il y en a là-bas, en Côte d'Ivoire. Bon, en dehors de celui-là, de Gbagbo lui-même, qui est le principal opposant de Ouattara, je ne vois pas un autre. Il y a peut-être des petits opposants, comme on dit. Alors, je vous rappelle qu'en Côte d'Ivoire, une élection ne se gagne pas avec un seul parti. Hein. C'est des partis les élections sont toujours gagnées avec les coalitions. À l'époque, même quand le Front populaire ivoirien avait encore pratiquement sa puissance sous le grand Laurent Koudou-Babo, c'était 40% du suffrage. Valablement exprimé en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait encore compléter 10 ou 11% pour gagner. C'est pour ça qu'il y a eu des alliances dans ce pays-là, la Côte d'Ivoire. Alors, le RHDP qui a déjà formé ce bloc autour du RDR, le Rassemblement des Républicains du président Alassane Dramane Ouattara, gravite donc autour de ce RDR, des partis qui forment désormais le RHDP, le Rassemblement des oppositions pour la paix et la démocratie. Ça, c'est l'histoire qui ne faudra pas omettre lorsque vous faites vos analyses. Maintenant, Laurent Koudou-Babo, son parti d'origine est fracturé. Il est parti de là pour aller créer le PPA Côte d'Ivoire, qui jusqu'ici a été sévèrement battu aux dernières élections locales. Vous avez le Front populaire ivoirien qui n'est que resté d'image parce que Pascal Affi-N'Guessan a même perdu son poste au conseil régional, où il était le président du conseil régional du Moroni, sa région natale. Il y a donc maintenant que cette opposition va très mal. Oui, ça il faut le dire. L'opposition ivoirienne ne se porte pas du tout bien. Elle n'a pas forcément les coups des franges pour faire face au candidat RHDP qui a pratiquement tout raflé. Voilà. Donc, mais après, j'ai envie de dire, c'est la politique. Si les adversaires ont trouvé la bonne stratégie pour renforcer leur position, à vous d'en faire autant. Si vous ne pouvez pas en faire autant, ne vous plaignez pas. Très bien. Voilà. Nous sortons de cette une de le sursaut maintenant. Nous sommes sortis de cette Afrique de l'Ouest. Nous prenons la direction de l'Afrique centrale.
Afrique centrale, nous ouvrons par le Cameroun, notamment avec le quotidien national gouvernemental camerounais. Cameroun Tribune est en kiosque. Le journal que dirige Marie-Claire Nana, j'aime si bien le dire, le journal de la rue Report est bel et bien en kiosque ce matin. Dans sa principale une, Cameroun Tribune parlait de import, substitution, des ambitions en alu, selon nos confrères de Cameroun Tribune. Le journal prolonge d'ailleurs en nous disant que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a présidé hier à Yaoundé la cérémonie de signature des accords relatifs à la construction d'une nouvelle usine de production dans la ville de Douala. Le journal parle d'ailleurs de projets estimés à 88 milliards de francs CFA et porté par le groupe Prometal à travers sa filiale ProAlu. Et d'ailleurs, la promesse de 450 emplois directs et 1000 emplois indirects et environ 6,3 milliards de francs CFA de TVA que devrait d'ailleurs prendre l'État chaque année et permettra d'ailleurs de réduire les importations et d'approvisionner le marché sous-régional. Un projet ambitieux tout comme celui du Bauxite. On va dire au Cameroun sonne l'air maintenant d'une nouvelle donne. Celle maintenant de mettre en exergue sa richesse, son sous-sol, pour permettre aux Camerounais de vivre mieux. Surtout d'absorber le chômage qui est déjà axé dans ces 70 à 75%. Absolument. Il faut dire qu'on l'évoquait il y a 2 semaines ici sur ce plateau toujours. Le Cameroun en ce moment est très orienté vers son sous-sol. Ces produits miniers, le Cameroun veut vraiment l'exploiter. Le Cameroun signe beaucoup d'accords. Cet accord n'est qu'un parmi tant d'autres. L'idée quand même est que ici, dans le cas d'espèce, c'est l'import substitution qui est mise en avant. Ça veut dire qu'il est question de mettre en avant des acteurs locaux qui vont utiliser justement produire la lui réduire confortablement les importations. Voilà, à partir des éléments locaux. Et du coup, on n'aura plus à importer de l'extérieur. Ça va nous faire, en tout cas, ça devrait contribuer à faire que l'économie nationale se porte davantage bien, créer l'emploi, justement, résorber le problème de chômage. C'est une bonne chose, c'est apprécié. Le Cameroun avance, on espère que ça va bien se passer. On voudrait peut-être dénoncer en termes, tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'il ne faudrait pas simplement qu'après on rentre dans des histoires de retrocommission et tout ce qu'on connaît là et que les marchés et toute l'implémentation du projet en lui-même soit plombée par la corruption. Il faudrait que les acteurs vraiment aux manettes de ces différents accords-là soient plus sérieux. C'est peut-être le mal du Cameroun. Les projets commencent mais jamais ne finissent. Quand bien même ces projets peuvent finir, ce n'est jamais à des délais bien précis, c'est un problème quand même. Dieudonné Tandian Calagan, peut-être ce qu'il faudra qualifier là, ou bien mettre en avant, c'est ces emplois qui vont être créés à travers des projets de ce type. Oui, on parle de 450 emplois directs, un peu plus de 1000 indirects. Ça veut dire qu'il y aura de l'activité. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec tout le monde, mais sauf que j'ai peur que ce ne soit que des annonces, comme on l'a toujours constaté. Il y a eu beaucoup d'annonces. Le pays, comme tout le monde le constate, notre sous-sol est riche. Nous pouvons maintenant commencer à les exploiter. Sauf quand même qu'il y a ce volet qui est très important. Il y a un problème d'électricité dans ce pays. Est-ce que l'industrie peut marcher sans électricité? C'est un problème. Il faut voir le problème de l'électricité, de l'énergie dans ce pays. Alors, quand on nous dit qu'il y a des Natigales, des Manvel et tout ça, des barrages qui n'ont jamais rien donné depuis des années. Comment voudrez-vous que les industries fonctionnent? Ok, on espère vraiment que ces annonces ne soient pas des annonces pour faire plaisir, je ne sais pas à qui, mais que ce soit des faits réels. Et que ces emplois directs et indirects là viennent sortir les Camerounais de la pauvreté. Vous avez le projet du Bauxite d'ailleurs qui va générer, lorsqu'il sera lancé, parce qu'on ne sait pas quand il sera lancé, malgré les accords qui ont été signés, on ne sait pas exactement quand il sera lancé, mais lorsqu'il sera lancé, on aura entre 700 et 800 emplois au départ, puis on va s'acheminer vers 2000 emplois. Ça, ce sont les emplois directs. Alors, les emplois indirects, vous pouvez savoir ce que ça donne tout autour, les marchés qui se créent, et bien d'autres choses, c'est quand même évident. Donc, c'est dire, le Cameroun semble être sur la bonne voie, sauf qu'on convoque la gouvernance de ceux qui nous dirigent d'être un peu sérieux dans ce qu'ils doivent faire. Alors, quelqu'un a d'autres choses à ajouter sur cette... Oui, je voulais ajouter quelque chose en parlant de Bauxite, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Il faut vraiment, ça c'est sans flagornerie, féliciter le ministre par intérim. Des Mines.
des mines par intérim. Le parce que ce professeur monsieur, Focalitus. depuis qu'il est... Professeur Galtius, professeur Galtius Gentry, lorsqu'on regarde actuellement comment les choses se passent dans son domaine, on a vraiment l'impression qu'il peut sortir le Cameroun de la tête de l'eau. Parce que lui, un jour, je le rencontre, il me dit que... Vous êtes en train de parler d'un ministre ou bien vous êtes en train de nous dire ce qui se passe? On n'a pas besoin qu'on parle d'un ministre. Nous parlons d'un ministre qui a des faits, c'est quoi concrètement? Les faits, c'est que si on pouvait faire sortir le Cameroun de la tête de l'eau, il faudrait que ces boursides-là, qu'on laisse ce monsieur travailler. Très bien, c'est là tout le souhait. Très bien, on sort de cette une des Cameroun Tribune, on rappelle quand même la une du journal Podena qui assure la réalisation ce matin. Import, substitution, des ambitions en alu, selon le journal. Le journal précise que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Goutier, a présidé hier à Yaoundé la cérémonie des signatures des accords relatifs à la construction d'une nouvelle usine de production dans la ville de Douala. Le projet estimé à 88 milliards de francs CFA est porté par le groupe Prométal à travers sa filiale ProAlu est la promesse de 450 emplois directs et 1000 emplois indirects et environ 6,3 milliards de francs CFA de TVA par an au profit de l'État du Cameroun. Il permettra d'ailleurs, selon nos confrères des Cameroun Tribune, de réduire les importations et d'approvisionner au marché sous-régional. Vous allez lire la suite, contenu dans les colonnes des Cameroun Tribune. On sort de là pour intégration des Thierry Don. Également, ce matin, nos confrères d'intégration parlent plutôt d'une une assez intrigante dans sa principale intégration, évoquant les performances économiques en Afrique centrale et de l'Ouest. Le journal nous apprend que la CEMAC qui pleure, lui et moi qui rit. Alors, une assez intrigante, mais nos confrères d'intégration vont d'ailleurs plus loin pour nous faire comprendre qu'effectivement, il y a une situation très intéressante qui semble d'ailleurs chamboulée de ce côté-là, selon nos confrères d'intégration. La croissance dans la CEMAC est en baisse et passe de 3,1%, alors qu'en 2022, et de 3,1% en 2022 à 1,7% en 2023, une performance d'ailleurs qui induit un revenu brut par habitant qui passe de 0,44% à moins 0,33% en 2023. La situation semble être assez terrible alors. Oui, il faut dire qu'en Afrique centrale, zone CEMAC, ce n'est pas forcément évident. Et puis nous qui sommes au Cameroun, on est censé mieux ressentir cela parce que le Cameroun est un peu le leader économique de la zone CEMAC. Ouais. Et du coup, quand c'est dur chez nous, ça se répercute partout. Ouais. Ça se répercute partout. Donc c'est dit que voilà, il n'y a pas eu la progression n'est pas forcément celle qu'on aurait souhaité. Mais les pays essayent tant bien que mal de se maintenir. Le Cameroun particulièrement, c'est pas évident. C'est vrai que j'étais, je ne dirais pas forcément surpris, mais voilà, j'ai constaté. C'est une information, c'est un fait. On a le ministre, Louis-Paul Motazi, le ministre des Finances du Cameroun, a eu un award qui faisait de lui le meilleur ministre des Finances de la zone CEMAC pour l'année 2023. Donc, c'est un fait. Comment je suis pas allé interroger les critères d'évaluation et de récompense de cette histoire d'avoir ça, effectivement. Il faut interroger les critères d'évaluation. Ça se passe comment? De cet élément-là. Mais pour dire justement que j'ai fait sur ce crochet pour dire que quoi qu'il en soit, les pays se battent pour tenir les économies. On sait que quelques pays aussi en Afrique centrale sont en proie à des difficultés. Je prends le cas de la RCA, qui est pourtant un pays très vaste et haute, mais c'est pas évident là-bas. Ça reste toujours, la situation reste très précaire. Le Tchad aussi a traversé une situation très précaire qui semble se stabiliser avec l'élection de Mahamat. Voilà. Donc on espère que les choses vont aller pour le mieux. Peut-être en fin d'année 2024, en faisant l'évaluation, on pourra avoir quelque chose de mieux, une progression. Alors, Dieudonné Calagan, on remarque quand même que l'Afrique, la CEMAC, bouge au moins par rapport à lui et moi. On sait en Afrique de l'Ouest, ils ont peut-être cette culture d'ouverture, de transactions et d'affaires, ce qui ne semble pas être le cas dans la zone CEMAC. Tout à fait. Juste parce que tout le monde constate qu'en Afrique centrale, ça traîne toujours. Ça traîne partout. C'est là où vous ajoutez la corruption et les détournements. La corruption et tout cela, tout ce que cela comporte comme de lenteur, trop commission et tout. Ça ne peut pas être autrement. L'Afrique de l'Ouest, quand le moins avance, c'est parce que
Ils ont de la rigueur d'ailleurs dans la gestion. Ici, chez nous, bon, si le ministre Motazé a eu les awards de 2023 selon sa gestion, c'est certainement une bonne chose. Mais sur quel critère a-t-il eu? Bon, nous n'interrogeons pas le critère, mais sauf que nous savons quand même qu'il faut quand même reconnaître comment vous pouvez être élu meilleur ministre des Finances dans un pays qui va mal dans ce domaine des finances et d'autres pays qui vont mieux ne sont pas élus? Bon, en fait, on ne sait pas sur quel critère il a été élu de ces élections-là. Mais sauf quand même il faut voir, il faut aussi être honnête de reconnaître que c'est un monsieur qui essaie de rétablir l'économie camerounaise. Les Camerounais sont résilients. Il a essayé de maintenir l'économie à un niveau, sauf quand même qu'il y a des pesanteurs. Et ces pesanteurs ne dépendent pas de lui. Si dans votre télévision, vous êtes le chef, et que vous essayez de bien faire, et que vos collaborateurs vous tirent par le bas, comment voudrez-vous que ça marche? Je crois que s'il a eu ces awards, c'est parce que les gens qui lui ont donné on dit souvent qu'on juge le maçon au pied du mur. il a été jugé au pied du mur. Très bien. On va sortir de cette une d'intégration. On va quand même rappeler que, d'après nos confrères d'intégration, lui et moi s'en sort avec le double de la croissance de l'Afrique centrale. Et évoquant le niveau d'extrême pauvreté, l'Afrique de l'Ouest est à 23,4%. Pourtant, en Afrique centrale, on est à 31,1%. Ça demeure encore très catastrophique. Lui et moi a par ailleurs suggéré ses positions extérieures et budgétaires en conservant ses performances en matière de mobilisation des recettes, soit 14% pour lui et moi et 9,6% seulement pour la CEMAC. Vous voyez donc que dans tous les cas, il n'y a pas match. Est-ce un problème de gouvernance? Oui, il faut dire que du côté de l'Afrique de l'Ouest, comme le confrère le disait, il y a une certaine rigueur. C'est des pays plus ou moins assez sérieux par rapport, voilà, où il y a une démocratie qui est un peu plus vivante, ou du moins plus dynamique que les nôtres. Parce qu'en Afrique centrale, on a donc des présidents, je crois, s'il faut remonter à la décennie, qui sont là donc depuis. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu vois qu'ils sont tous, il y a une alternance. Ça bouge. Ça aussi, ça a une influence. Quand au niveau du politique, il y a des têtes qui bougent, des hommes, ça bouge, on modifie, on change, il y a une autre vision, on impulse de nouvelles énergies. Voilà. Et puis, les lignes, ça bouge quand même. Mais ici, chez nous, c'est les mêmes, on recommence, on retourne. On prend les mêmes, on recommence. Voilà, on a chauffé la nourriture déjà pendant 7 jours. On s'adore, on attend, et puis on dit qu'on a un réajustement. On réajuste 2 postes, et puis on s'adore. On reste là et puis le Cameroun, c'est énigmatique. Ça, ce pays-ci est terrible. Alors, mais de là, quand même, on va s'interroger sur ces effets de gouvernance. Peut-être que c'est aussi, ça émane donc de la culture, parce qu'en Afrique de l'Ouest, on a une culture un peu plus de solidarité par rapport à l'Afrique centrale. Donc, solidarité, moi j'ai envie de demander solidarité dans quel sens? Une question de civilisation aussi. Oui, bon, mais solidarité dans quel sens comme de demande? Oui, bon, disons que là-bas, ils ont une certaine rigueur. Peut-être, il y a aussi le facteur culturel. Moi j'ai dit, à l'époque, quand Diomaye Faye a eu le pouvoir au Sénégal, moi j'ai dit vraiment, au Sénégal, les gens, c'est un pays à majorité musulmane, ils ne consomment pas de l'alcool. Ils ne sont pas dans le port. Tout à fait, ils sont vraiment, ils sont un peu plus lucides. Donc moi, je parle de ce simple critère-là. Au Bénin, c'est un peu pareil. En Côte d'Ivoire aussi, vous avez presque la moitié de la Côte d'Ivoire qui est musulmane. Les gens ne sont pas dans l'alcool à outrance et autres. Mais ici, c'est ça. C'est tout de l'évêque. Pas plus tard que hier, j'intriguais quelqu'un quelque part. Je disais, mais Sobadio, comment toi tu manges le porc? Il dit, mon frère, moi, je vais faire comment? Tout le monde mange ici. Je mange aussi. Tu vois? Parce que c'est ça le Cameroun. On boit, on mange, on est comme ça, on est perdu. Mais les gens ailleurs, bon, ils ont des cultures un peu plus... Mais on aurait même d'ailleurs appris que le Cameroun a battu le record dans la consommation d'alcool cette année-ci. On a facilement fini toute la brasserie. Et puis, je voudrais peut-être évoquer aussi un point. C'est pour ça que les biens se font là aujourd'hui. Qu'un grand frère a évoqué comme ça, pour dire que vraiment... Généralement, on est très africain, on aime bien parler d'Afrique, le panafricanisme, la culture africaine, justement. Mais en Afrique, on a des choses assez sérieuses qui font que les gens ne peuvent pas voler. On m'a dit au Bénin, par exemple, les gens dorment la porte ouverte parce qu'il y a des choses, tu voles, tu auras le retour direct. Mais l'aîné de dit, mais pourquoi on n'établit pas ce genre de choses pour nos gouvernants? On te met là, tu es ministre, tu voles,
il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de prison. Tu auras le retour direct parce que dans les traditions africaines, les gens ont des outils pour justement encadrer ces choses-là. Mais chez nous, on ne peut pas les utiliser. On passe le temps à se plaindre. Voilà, il fallait, bon, voilà. On demande des preuves. On dit, le Cameroun, c'est le demande des preuves. Mais sauf quand même, le Cameroun, étant le Cameroun, on nous tire toujours vers le bas. La chose la plus prisée ici en Afrique, au Cameroun surtout, vous l'avez dit, c'est la boisson. Il faut voir dans les bars. Devant les lycées, les collèges, devant les universités d'État. Les gens pleurent la pauvreté, la rentrée, mais ils sont dans les bars. Allez-y voir dans les bars. Allez-y voir à côté des établissements scolaires qui vous sifflent les Guinness. C'est pas possible. Vous êtes surpris. Vous dites c'est pas possible. On donne des licences à la pelle. Chacun peut se lever le matin, il crée son truc à la maison et voilà. À côté des même dans des écoles primaires, il y a des bars à côté. Bien sûr. Est-ce que ça soit les écoles primaires ou les écoles secondaires, il y a des bars. Ou des secondaires. Et vous trouvez des enfants à l'intérieur de ces bars tout le temps. Je vais vous raconter une petite anecdote que vous connaissez. Il y a eu une année, les brasseries sont venues s'installer entre le ministère des Finances et le ministère des Commerces pour vendre de la poisson. Les gens laissaient déjà laisser les bureaux pour venir s'asseoir. Et les gens qui se laissaient dans les bureaux sont allés sur la marque. Du côté des c'est le ministère du Commerce qui avait instauré ça. Non, mais j'ai écrit. J'ai demandé comment on peut permettre dans un pays qu'une brasserie vienne s'installer dans les services dans les services ne marchait plus beaucoup. Les gens quittaient les bureaux, ils ne travaillaient même plus. Voilà. Ils s'assoient pour se mettre à boire. Et c'est comme ça que ça sort comme ça sort. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. On a parlé il y a quelque temps des faux diplômes. Vous voyez un peu, excusez-moi. On va couper là-dessus. On va couper. On va pas s'appesantir sur les détails. Ça, c'est des parenthèses. Voilà. On s'appesantit pas. On donne une parenthèse, on revient sur la thématique. Merci. Intégration, on sort d'ailleurs de cette une d'intégration. On rappelle la une du journal Intégration ce matin. Performance économique en Afrique centrale de l'Ouest et de l'Ouest. La CEMA qui pleure, lui et moi. Thierry, c'est la une de notre ami Thierry Ndong Oona. Le quotidien Le Jour également est actuel ce matin. Des colonnes du quotidien Le Jour, vous allez lire d'ailleurs la une de ce journal. Pétrole, les clarifications de la SNH. On sort de cette une du quotidien Le Jour. Pour mutation également, qui semble être dans la même lancée. Mutation parle plutôt du Grand Nord. La famine mijote, selon nos confrères. Des mutations, là aussi, nous n'allons pas nous apaisantir. On tombe tout de suite sur cette une de conscience qui est actuelle ce matin. Avec cette une de conscience, une thématique assez intéressante d'ailleurs sur la une de ce journal, selon nos confrères de conscience. Tentative de hold-up foncier dont à Yaoundé 7. Les questions du foncier semblent être des fonctions vraiment culminantes qui perturbent au point où le Camerounais s'inquiète même, a même déjà peur d'acheter un terrain parce qu'il ne sait pas comment cela va tourner le lendemain. Dieudonné Tandjankaragan, vous qui avez mené une enquête là-dessus, et vous qui avez pris un cas d'exemple, de quoi s'agit-il ce hold-up à Yaoundé 7? Il s'agit d'un monsieur qui a pris le courage. C'est quelqu'un qui travaille chez un monsieur. Il était son porte-sac. Quand le monsieur meurt, il s'en va faire des papiers en son nom et s'en accapare des hectares de terrain de ce monsieur. Alors, c'est la fille qui est héritière qui se lève et dit non, on ne peut pas se permettre qu'un monsieur qui n'a jamais été de la famille. Il était même un employé. Il était un employé de ce monsieur qui se permette de s'accaparer de nos terres. Elle a donc pris les taureaux par les cornes, elle est partie. Elle a commencé à saisir des juridictions, des instances juridiques. Elle a saisi le ministre de... Alors, maintenant, quel est le regard du ministre Yeba ici sur cette question du foncier? Parce que c'est quand même lui, le patron de ce domaine-là. On entend par-ci, par-là, les titres fonciers sont annulés. On entend là-bas des querelles, 2 titres fonciers sur un même terrain. Que se passe-t-il? Quelle est la réaction du ministre Yeba ici dans cette... Justement, s'il faut parler du ministre Yeba, il faut voir, depuis que ce monsieur est arrivé, il essaie de remettre les choses en ordre. Comment concrètement, comment? En sanctionnant, en annulant des textes par-ci par-là.
Mais sauf qu'il y a dans son entourage des têtes dures, comme on en parle. Alors vous voyez, par exemple, dans ce journal, vous allez voir des faux certificats de propriété. Qu'un délégué départemental ou alors comment on les appelle, un conservateur se lève, il trouve que parce qu'on lui a donné de l'argent, il vous octroie un CP. Voilà. Certificat de propriété. Oui. Alors quand le ministre constate ça, qu'est-ce qu'il fait? Il annule le titre foncier. Justement. Vous avez ces derniers temps, vous entendez, il y a ce bruit qui veut pour le cas de Bastos là aujourd'hui. Oui. Mais le ministre a suspendu le délégué départemental de Fondi. Oui. Il a suspendu le chef cadastre départemental à cause de ce problème. C'est pour vous dire que Eyeba ici, d'abord vous voyez à la une de ce journal, il y a un facsimilé. Ne vous coupez pas, allez jusqu'au bout de vos propos. Oui, vous l'avez dit. Donc quand il constate qu'il y a des faussetés quelque part, il met un terme direct. Très bien. Alors, Ézéchiel, est-ce que vous avez comme impression que le ministre du Domaine joue son rôle? Parce que c'est quand même, on a des problèmes fonciers au Cameroun. Et c'est assez grave. Ces jours, j'entends dire que la prochaine guerre au Cameroun sera la guerre du foncier. J'entends un peu des gens dire ça. Parce que justement, il y a beaucoup de problèmes fonciers au Cameroun. Et ça, c'est pas qu'à Yaoundé ou Douala, un peu partout dans toutes les régions. Il y a des problèmes fonciers sérieux. Est-ce que le ministre joue son rôle? Il se bat. Ce n'est pas évident parce que vraiment, il y a beaucoup de difficultés. Vraiment, je suis un peu d'accord. Ça effraie un peu. On ne doit pas être paranoïaque. Ses collègues du gouvernement qui sont peut-être impliqués aussi dans plusieurs trucs de ce genre. Oui. Maintenant, on ne va pas être paranoïaque, mais je crois que c'est une affaire qu'on devrait vraiment regarder de très près pour essayer de bien encadrer les choses. Sinon, il doit avoir beaucoup... Ça peut faire couler du sang, carrément. Vraiment, parce qu'après, les gens achètent et puis on vient dire non, ici, c'était pas ça, c'était tel... On a même peur d'acheter le terrain aujourd'hui. Oui, ça reste très compliqué. Qu'est-ce que concrètement le ministre fait pour apporter un peu de la clairvoyance dans cette situation des terrains bradés par-ci, par-là? Le ministre... je ne travaille pas sur le ministre. C'est un monsieur, à mon avis, qui en fait... Il fait comme il peut. Il fait ce qu'il peut. Mais sauf que le confrère disait ça tout à l'heure. Il y a les gens tout autour de même ses collègues ministres qui lui mettent des bâtons dans les roues. Vous ne pouvez pas le savoir. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils s'en vont s'accaparer des hectares et des hectares de terre dans leur village au détriment des populations. Alors, qu'est-ce que le ministre en ce moment? Qu'est-ce qu'il peut bien y faire? Il essaie, il trouve que ce n'est pas normal, mais quand c'est son confrère, quand c'est son collègue, par exemple, qui est peut-être un peu plus influent que lui. Est-ce qu'il a des coups de franche pour agir? Est-ce que le Premier ministre ne devrait peut-être pas monter aux manettes ou le président de la République? Dans des bas quartiers, dans des sous-quartiers, ou alors dans des zones où il sait qu'il peut venir. Quand il peut agir, il agit. Sur la table. Il y a par exemple, il a suspendu beaucoup de ses collaborateurs pour l'indélicatesse. Vous avez par exemple le président de la République qui a quand même instruit une enquête dans ce sens, sur une question fondamentale, je crois, une question concernant les terrains de la VAT. Voilà. Pourquoi justement? Parce que, comme nous le disons tout à l'heure, il y a les collègues de ce ministre qui se sont émissés. Et comme lui, il se sent un peu à l'étroit, il essaie de... Il se met en retrait. Bon, il donne à la sagesse du président de la République qui a fait... Voilà le problème. C'est là le... Parce que lui, on va dire non, vous savez que tous là sont politiques. C'est des hommes politiques. Chacun de son côté cherche à tirer la couverture de son côté. Et celui qui a la manche beaucoup plus longue, il essaie de s'en accaparer. Malheureusement, il est donc confronté à cette difficulté, mais vous dites qu'il essaie de se battre comme il peut. Le ministre Henri Eyébé, ici le ministre du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières, je crois, qui, malgré tout, essaye de se montrer aussi lucide le plus possible qu'il peut. Bon, le Cameroun demeure le Cameroun. De toute façon, cette une de conscience est bel et bien en kiosque.
Vous pouvez retrouver, on revient sur la une du journal, tentative de hold-up foncier à Yaoundé 7, sinon de confrères de conscience. On va donc s'arrêter ici. C'est ici que nous avons pu faire le rooming de notre timing. Effectivement, nous avons pris tout notre temps pour y aller. Merci à toutes les deux d'être arrivés. Ezekiel Cyril Boyom, journaliste émérite, Dieudonné Tandjan Calagan, directeur de la publication de conscience, journaliste lui aussi, venant d'ailleurs de Yaoundé. Paulina et toute l'équipe technique ont mis d'ailleurs en musique ce programme. Madame, monsieur, je vous retrouverai vendredi probablement dans le cadre de tabloïd dans sa version débat. Mais retrouvez Peter ce soir demain. Ça sera en langue de Shakespeare. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.